Bonjour à tous, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver chaque dimanche à partir de 11 h pour votre émission Débat de presse. Vous le savez, l'émission est en direct chaque dimanche à partir de 11 h. Elle permet aux journalistes qui traitent l'actualité au quotidien de jeter un regard critique sur cette même actualité à travers des décryptages, des analyses et des commentaires. Pour ce dimanche, 4 sujets sont sur la table des débats. Nous parlerons de la déclaration de politique générale du Premier ministre et de la lutte contre le terrorisme, notamment les opérations des FDS à l'Est et les voyages du président du Faso en Allemagne et au Ghana. Nous parlerons également de la 26e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui fête donc son cinquantenaire. Et puis, en actualité internationale, nous discuterons des élections présidentielles au Sénégal et au Nigeria. Alors, pour débattre de tous ces points de l'actualité nationale et internationale, je suis en compagnie de 4 confrères de la presse nationale. Nous avons avec nous Dieudonné Zoungrana de Aujourd'hui au Faso. Bonjour. Bonjour Sayon, bonjour téléspectateurs. Autour de la table également, Dabadi Zoumbara du journal Le Pays. Bonjour. Bonjour Sayon, bonjour téléspectateurs. Nous avons avec nous Abdoulaye Tao de l'Économiste du Faso. Bonjour. Bonjour à tous. Et Bourema Ouedraogo de journal Le Reporter. Bonjour. Oui, bonjour Sayon. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, conformément à la Constitution, le Premier ministre était devant l'Assemblée nationale le lundi 18 février pour sa déclaration de politique générale. Alors, fait marquant de ce premier passage de Christophe Dabégué à l'hémicycle, l'émotion qui n'a pas permis au Premier ministre d'aller au bout de sa déclaration. Oui, Zoumrana. Oui, je pense qu'il se dégageait d'abord un parfum de sincérité dans cette DPG du second Premier ministre d'Europe, Marc-Christian Kaboré. Il a essayé de camper l'existence socio-économique du Burkina. Et à un certain moment, on frôlait même un discours sur la situation de la nation, DSN. Or, ce n'était pas le cas parce que à un certain moment, on n'a pas su, la ligne de démarcation n'était pas si tenue que ça. Alors, il a campé le décor en 5 piliers. On aura le temps de revenir. Le défi sécuritaire, la cohésion sociale, la gouvernance vertueuse, le capital humain et puis l'économie nationale. Alors, on a vu effectivement des larmes perlées sur les joues du septuagénaire. Bon, c'est l'émotion. Bon, les gens ont interprété ça de plusieurs manières. Bon, je pense que c'est émotif. Je n'irai pas jusqu'à dire que l'émotion est nègre et la raison est hélène, comme Senghor. Mais je pense que ça traduit un peu aussi la sincérité du personnage. Parce que quand même, bon, arriver jusqu'à verser, même si par ailleurs, certains ont trouvé qu'un chef ne doit serrer les dents, mais ne doit pas pleurer devant un public, surtout devant un aréopage comme ça de ministres et de députés. Bon, c'était plus fort que lui. Il a ressassé ce qui est déjà connu, parce que les mots du Burkina sont connus, comme on le dit. Il a brossé ce que, selon les médecins, appellent un beau tableau clinique, c'est-à-dire les symptômes du mal sont déjà là diagnostiqués. Maintenant, il reste à trouver la prophylaxie. Bon, on attend de voir qu'est-ce que le docteur Dabiré va prescrire comme médicament, mais sinon je pense que les maladies du Burkina sont connues, ça a été ressassé par... Mais il a eu la sincérité quand même de dire que, vraiment, de dire ce qui est, au lieu de vraiment de se gargariser en disant que le Burkina avance, comme l'aurait dit un de ses prédécesseurs, mais quand même ici, il y a l'honnêteté quand même qui transpire dans la réalité. Dans la réalité. Oui, alors, Bourema. Oui, je crois qu'on ne va pas revenir sur le diagnostic, comme il a dit Dieudonné. Le diagnostic, il est plus ou moins conforme à la réalité, à savoir que le Burkina Faso aujourd'hui est en proie à une crise sécuritaire profonde qui menace même de diviser les communautés à la base et de saper tous les fondements de l'État lui-même. Ça, c'est un fait, le Premier ministre l'a clairement affirmé.
Il y a aussi le fait effectivement que la question de la gouvernance, c'est-à-dire notamment en termes de comment lutter contre la corruption, comment réduire les trains de vie de l'État, parce que dans un pays, quand on demande aux populations de serrer les ceintures, il faut qu'on voit aussi que ceux qui sont à la tête de l'État ne s'amusent pas avec les deniers publics. Donc il y a cette question de la réduction des trains de vie de l'État effectivement qui est posée comme un diagnostic, en tout cas comme une obligation au cours de, je ne dirais pas du mandat, mais de la mission qu'on lui a confiée. Il va s'intéresser à cette question. Il y a également aussi la question de la cohésion sociale, qui est aujourd'hui une question primordiale au niveau du Burkina Faso, parce que dans toute communauté sans cohésion, il est difficile de pouvoir avancer. Maintenant, est-ce que entre le diagnostic établi et les prescriptions faites, notamment les différentes propositions ou d'axes d'investissement de son action, est-ce que c'est la solution? Je peux dire oui, à la mesure effectivement, mais à condition que ce qui a été dit soit effectivement conduit. Parce que la question de sécurité, effectivement, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là depuis quelque temps. Ça commence à bouger sur le terrain, quoique, effectivement, on souhaiterait avoir beaucoup plus. On attend encore cette communication des crises au niveau du gouvernement qui n'intervient pas. Oui, voilà, au niveau de la gestion de la question sécuritaire. Mais justement, comment vous interprétez cette émotion du Premier ministre au cours de cette déclaration? Je crois que c'est humain. Moi, je crois que moi, je ne suis pas de ceux qui veulent polémiquer sur cette question parce que l'émotion, ça peut arriver à n'importe qui. Je ne pense pas que le Premier ministre ait prémédité d'aller couler des larmes à l'Assemblée nationale. Donc, ça peut, surtout quelqu'un de son âge, peut-être aussi il faut appréhender la chose autrement. Le Premier ministre Christophe Dabéré était quelqu'un qui était pratiquement à la retraite. Peut-être qu'il n'avait pas pensé qu'il allait se retrouver à ce niveau-là, à ce niveau de l'action publique, de l'action gouvernementale, pour effectivement essayer de répondre aux préoccupations de l'aide de son pays. Donc, se retrouver déjà là, effectivement, dans un tel contexte, peut être effectivement sujet effectivement à expression d'émotion pour quelqu'un de son âge. Deuxièmement, certaines personnes parlent de fatigue, hein, on dit est-ce que c'est pas dû à l'âge et tout? Je ne vois pas en quoi l'âge a à voir avec le fait que quelqu'un ait coulé des larmes. L'expression, les larmes se traduisent un sentiment précis à un moment donné, une émotion à un moment donné qui n'a pas su contenir et qu'il a laissé exprimer de l'extérieur. Maintenant, quant à dire effectivement que c'est un Premier ministre, il ne devrait pas le faire devant l'Assemblée nationale et devant les caméras du monde, moi je dis, l'émotion, il n'y a pas de lieu pour que l'émotion s'exprime. Et de toute façon, si elle était contrôlable, on n'allait pas parler d'émotion. Donc c'est parce que justement c'est arrivé dans un contexte où on n'a pas pu le contrôler, dans un lieu où il était censé effectivement incarner la sérénité et la sérénité et le courage, mais ça n'enlève rien au fait effectivement que il ait gardé sa sérénité pour la suite des débats. Parce que justement à la fin des débats, on s'est rendu compte que rarement on a eu des débats aussi, un Premier ministre à la hauteur des débats avec les députés, avec les réponses aux questions-là. Là, il s'est montré effectivement à la hauteur. On n'en a pas vu récemment, en tout cas au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, Tao voudrait réagir. Tenant compte de tout ce qui vient d'être dit, il faut suivre le discours. C'est à quel moment de son discours il est pris de l'émotion? Parce qu'on dirait que j'ai l'impression que tous ceux qui ont suivi ont oublié au moment où il est saisi de cette émotion, c'est quand il aborde l'épineuse question, la cohésion, la réconciliation. Et je crois que pour l'homme, son âge, son passé, et aujourd'hui la mission qu'on lui confie, il arrive au carrefour. Est-ce que vous voyez? Et je pense que c'est très humain, comme Brema l'a dit. Voilà une mission qu'on me charge de mener avec vous, les députés, avec les Burkinabés. Tout le monde sait que ça ne va pas être facile. Et je pense que c'est naturellement, il mesure un peu la tâche qu'il attend. En même temps, je crois qu'il faut que nous tous on prenne conscience que ça ne va pas être facile. Il y a des larmes qui ont été versées avant dans les familles des Burkinabés, de nos FDS. Eux, ce sont les autorités qui sont en charge de conduire ça. Ça veut dire qu'on doit être encore plus unis,
plus solidaire. Et je pense que rares sont les Burkinabés qui n'ont pas été touchés par cette séquence. Ça doit nous inviter à réfléchir, à être encore plus unis face à l'adversité. Oui, Dabadi. Oui, alors il faut revenir à cette déclaration de politique générale. Il faut dire que dans la forme, les choses n'ont pas véritablement évolué parce qu'on a assisté effectivement encore à une longue déclaration qui finalement ne s'est pas achevée. Mais qui était moins longue, parce qu'il y a eu... Justement, oui, parce je pense que l'Assemblée nationale même a voté des textes qui permettent de réunir. Les prédécesseurs, souvent, on est à 80-100 pages. Oui, bon, moins que ça quand même. Il faut dire que depuis le temps de Paul Kaba, il y a eu quand même une évolution. Voilà, je compare par rapport à cet aspect. Maintenant, par rapport au fond, moi, je pense que ce discours quand même en tranche avec ce que nous avons entendu jusque-là, parce que le Premier ministre n'est pas tombé dans l'autosatisfaction ni dans l'auto-encensement, comme on l'attendait souvent. Il a fait comprendre qu'en fait, il n'est pas le Messie qui va d'un coup de baguette magique trouver une solution au mot dont souffre le Burkina depuis Mathusalem. Et il a plutôt dépeint un tableau sombre, mais tout en indiquant que les fils et les filles de ce pays détiennent l'éponge pour effacer ce triste tableau, pour peu qu'ils s'y engagent. Et je pense que c'est ce qui a d'ailleurs créé l'émotion dont la sienne s'est manifestée par les larmes que nous avons pu constater. Et je pense que cela aussi a contribué à asseoir une certaine sérénité au sein de l'hémicycle, à éviter des outils oratoires, souvent qui, à mon avis, n'ont pas lieu d'être. Vous voyez, par le passé, on a assisté à des situations pareilles. Et donc, je pense que le Premier ministre a quand même donné la voie à suivre. Et je pense que les gens ont plus ou moins compris, parce que quand on suit les interventions qui ont eu plus tard, on se rend compte que les gens étaient quand même modérés dans leurs interventions. Les gens n'étaient pas, comme par le passé, arrogants, etc. Mais les gens quand même parlaient avec plus de raison. Et je pense que tout cela est extrêmement important. Maintenant, l'autre aspect, c'est par exemple l'opposition. Parce qu'il faut dire que l'opposition n'a pas pu effectivement aller au-delà de son rôle classique, qui généralement est de s'opposer. Parce que malgré les mots, j'allais dire, aimables, que les uns et les autres ont adressés au Premier ministre, l'opposition n'a pas réussi à créer cette union sacrée autour du PM en votant pour. Naturellement, on ne peut pas lui en vouloir pour cela. Oui. Ça fait partie de la beauté du jeu démocratique. Ça fait partie, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Je dis ça fait partie de la beauté du jeu démocratique. Et je pense qu'il appartient maintenant à chacun de comprendre que les lignes ont été tracées, des réponses ont été données, des promesses ont été faites. Est-ce que tout cela suffit à faire bouger les lignes? Je peux dire que si effectivement chacun s'engage, naturellement, on peut faire bouger les lignes. Parce qu'aujourd'hui, la solution quand même est à notre portée. Mais il se trouve qu'il y en a qui rament à contre-courant de ce qui est par exemple décidé, de ce qui est par exemple proposé. Et c'est ce qui fait qu'on t'attend. Et je pense que c'est ça justement qui fait que le Premier ministre était carrément dépassé. Il ne peut pas comprendre que des gens qui ont un problème sérieux, au lieu de s'unir pour trouver des solutions, ils passent le temps encore à se bagarrer. C'est comme on lui dit, quand la pluie vous bat, ne vous battez pas. Entre vous. Alors, l'Assemblée nationale a donné son cutis au Premier ministre qui a été investi ici, parce que c'est comme ça que ça se passe. 84 voix pour, 23 abstentions, 19 voix contre l'UPC, par exemple, qui a voté contre, selon donc, les députés de ce groupe parlementaire. Alors, le pays est dans une situation assez difficile et il pense que le nouveau Premier ministre ne pourra pas faire ce que Paul Kaba-Thiéba n'a pas pu faire en 36 mois, alors que Christophe Dabiré n'a que 20 mois pour faire tout ce boulot. Qu'en pensez-vous très rapidement? Je crois que il faut aussi que dans notre pays, je crois de plus en plus que notre problème, le vrai problème de notre démocratie sont les partis politiques que nous avons. Non, honnêtement, parce qu'il faut qu'on comprenne que quand on regarde, mais il ne faut pas qu'on se foute des Burkinabés parfois, parce que quand on regarde les programmes politiques, quand je regarde les programmes politiques que tous les différents partis politiques, les différents candidats ont proposés, quand on analyse froidement les différents projets politiques qui ont été soumis aux élections en 2015,
c'est pratiquement, pour les principaux partis, c'est pratiquement la même chose, sauf que c'est dit autrement. Peut-être des chiffres qui diffèrent. Non, donc il faut qu'on arrête de croire, de dire les autres n'ont pas la solution, moi j'ai la solution. Et le débat n'est pas à ce niveau aujourd'hui. À partir du moment où on est dans un contexte de crise aussi aigu que le contexte sécuritaire, qu'on est à la recherche effectivement, on était tous là quand tout le monde s'est plaint effectivement que les ministres de la sécurité d'alors, les ministres de la défense d'alors, nous tous on l'a dit ici en son temps, que ce n'étaient pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut dans le contexte actuel du Burkina Faso et qu'il fallait le réagissement. À partir du moment où on allait même plus loin en faisant en sorte que les réagissements aillent même jusqu'au changement du Premier ministre. Peut-être que les gens s'attendaient peut-être à ce qu'on conduise un opposant à la tête à la primature, peut-être, je ne sais pas. Mais ça dit l'analyse objective de la situation aurait voulu qu'au moins on donne le sentiment qu'on est prêt au moins pour les 20 mois qui nous restent à faire une sorte d'union sacrée pour préserver l'essentiel, sans lesquels même il n'y aura même pas d'élection en 2020. Parce qu'il faut qu'on sauve le pays d'abord avant qu'on pense aux élections. Donc moi j'aurais compris qu'après des débats qui montrent la démarcation ou les divergences de vues par rapport au projet que le Premier ministre propose, que les gens disent, mais compte tenu de la situation et étant donné notre volonté commune à faire en sorte qu'on resserre les rangs autour du gouvernement pour sortir de la situation de crise actuelle, nous allons vous donner notre quitus, mais ce n'est pas un blanc-seing, nous restons au contrôle. Malheureusement, on a assisté à ce formalisme politicien qui n'apporte rien de plus ni de moins à la démocratie burkinabé. Est-ce que vous partagez l'avis Je suis d'avis avec ce que Bourema vient de dire. Regardons le contexte de nomination du Premier ministre. C'est-à-dire que tout le pays appelait à une réaction, j'allais dire psychologique. C'est venu à travers le nouveau Premier ministre, c'est venu à travers le premier gouvernement et son gouvernement. Et dans la foulée, on a eu sur le terrain qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Moi, je suis d'accord avec le vote, c'est démocratique. C'est démocratique. Mais ici, on était en face d'une situation où il faut prendre une décision politique. Est-ce qu'on donne un signal fort au Burkinabé qu'on est solidaire de ce gouvernement? Vous regardez son discours, regardez la hiérarchie des axes. Aujourd'hui, le PNDS, au début, quand on parlait du PNDS, c'était le tout économique. Actuellement, on parle de quoi? C'est du tout sécuritaire, du tout cohésion sociale. On a inversé, si vous regardez son discours, on a inversé à peu près les priorités. Ça veut dire qu'il faut sauver la maison. Et je pense que le CDP, qui a voté abstention, c'est une façon, je pense qu'ils ont atténué un peu leur nom, en fait. Ils n'ont pas voulu donner un blanc-seing au ministre et au Premier ministre. Et l'UPC qui a carrément voté contre. Je pense qu'ils avaient là une occasion d'être avec tout le monde, de donner un signal fort et à nos adversaires et aux Burkinabés qu'on est ensemble sur un certain nombre de chantiers. Même s'il y a des divergences, dans la pratique, il y a des divergences. Les lois vont venir à l'Assemblée nationale, on va opposer notre refus, mais dans la ligne générale, donner un signal fort à tout le monde pour qu'on puisse avancer. Oui, bon, enfin, je pense que, bon, effectivement, on peut interpréter le nom de l'UPC, bon, comme on veut. Bon, l'union sacrée, effectivement, quand la maison brûle, il faut d'abord sauver, et puis après, vous allez réveiller vos bagarres picrocolines, vos bagarres byzantines, vous devez, même l'UPC a préféré ruer dans les brancards. C'est bon, l'UPC aussi peut vous dire qu'il est dans son rôle, il n'est pas obligé, oui, il n'est pas obligé de voter, oui, dans le contexte, voilà, oui, voilà, donc bon, mais sinon, effectivement, bon, c'était une occasion aussi de faire l'union pour une fois, et pour dire, mais bon, l'UPC a préféré ruer dans les brancards et puis voter non, c'est son droit. Mais j'avais dit sur ce même plateau que pour remplacer Thiéba, il fallait un Premier ministre qui allait avoir un peu du cadre désiré Ouedraogo, j'avais dit ici, un peu du Tetus Zongo et un zeste de Luc Ador Tiao. Ce monsieur, bon, on parle de l'âge du capitaine, il a 71 ans, mais pourquoi quand même, quand effectivement, Tao l'a dit, quand on écoute quand même le discours, c'est quand même, c'est du solide. Il n'est pas resté malgré que c'est 25 pages, mais
quand même, on sent qu'il y a quand même de la tenue, il y a de la graine. Voilà. Et je pense qu'il y a un cap. Il a fixé un cap, on a cité les 5 piliers. Il faut attendre de voir. Je suis de ceux qui disaient au lendemain de sa nomination que s'il y a quelque chose que ce gouvernement n'aura pas, c'est le temps. Voilà, on m'a dit qu'ils n'ont pas le temps. Ce gouvernement n'a pas le temps. 20 mois, quand on parle de 20 mois même, ce n'est pas 20 mois. Parce que j'ai tout dit, l'année électorale n'est pas à comptabiliser dans le temps. Parce que le temps politique n'est pas égal au temps calendaire. Parce que c'est différent. 2020, déjà la pré-campagne même a commencé. Quand on voit les inaugurations, les tubes, chacun un peu. Et à partir de début 2020, en fait, chacun... Et je pense que vous avez écouté certaines interventions de députés qui disaient que le Premier ministre devait travailler dans l'optique que dans 10 ans, on parle de Roch Kaboré au lieu de travailler dans l'optique d'être élu. Bon, nous avons fait un éditorial, nous avons dit ça, c'est demander aussi trop au Premier ministre parce que, bon, il faut aussi la réelle politique. Quand il a un patron qui est le locataire de Koscielny, qui l'a nommé pour qu'il applique un programme. Soit, c'est vrai qu'il y a le pays qu'il faut sauver, mais il ne faut pas demander aussi au Premier ministre de ne pas appliquer le programme de son patron. Ça, c'est trop lui demander parce qu'il lui faut bien un second mandat pour valider le premier. Donc ça aussi, c'est une fausse querelle qu'on fait à Dabiri. Mais sinon, je pense que le Premier ministre actuellement, moi je pense qu'il bénéficie d'un préjugé favorable. Il a fixé le cap. Attendons dans quelques mois pour essayer de faire un jugement à mi-étape. Oui, Dawadi. Oui, ben, j'ai dit l'opposition n'est pas allée au-delà de son rôle classique qui consiste à voter contre, généralement, parce que tout dépend. Je pense qu'ici aussi, il faut quand même regarder un peu la composition du gouvernement, parce que lorsque l'équipe de Paul Kaba-Thiéba est partie, les gens s'attendaient à ce qu'on mette en place un gouvernement d'union nationale. Alors, cela n'a pas été le cas. Il y a eu juste, vous allez dire, un léger remaniement. Parce que ceux qui sont rentrés ne sont pas si nombreux que cela. Voilà. Donc, ça fait que quand même, on peut comprendre l'UPC dans sa demande. N'oublions pas que c'est la deuxième force politique au Burkina. Et l'autre aspect, mon avis, peut-être aussi, c'est le fait que, rappelez-vous, à l'époque où le ministre des Finances avait fait l'état de la mobilisation des ressources, et à l'époque, on avait demandé à ce que Guiro soit décoré, on l'avait félicité, parce qu'on estimait que c'est l'homme qui travaillait vraiment pour le pays. Et 3 à 5 mois plus tard, on a présenté le même Guiro comme étant le plus grand prédateur des derniers publics du Burkina. Et donc, je pense que ça peut amener l'UPC à faire attention, à ne pas donner effectivement son blanc-seing pour se retrouver encore en coup d'argument pour critiquer l'action. Oui, on va pas revenir. Je dirais que ça fait pas dans le débat. C'est pas dans le débat. Et donc, je pense qu'on peut comprendre effectivement la demande de l'UPC dans ce sens. Et n'oublions pas que le rôle, effectivement, de ce parti-là aussi, c'est d'étraîner la victoire face au MPP en 2020. Donc, si aujourd'hui il vote pour le Premier ministre, cela veut dire que le parti ne peut plus critiquer aisément les actions de ce dernier, parce qu'il a quand même cautionné son travail, plus ou moins. Et donc, je pense que c'est peut-être tout cela qui explique cette position. Par exemple, quand vous regardez un peu le CDP, on sent que le Premier ministre est proche du CDP parce qu'il a été un militant de ce parti, dont il se reconnaît plus ou moins en lui. Raison pour laquelle, malgré cette abstention, il y a des opposants qui ont voté pour. Parce que l'opposition, la majorité, si vous la prenez, ce n'est pas plus de 70 députés, alors qu'il a eu plus de 80. C'est la preuve que les consignes n'ont pas été suivies. Et donc, j'ai dit individuellement, les gens ont compris le message du Premier ministre. Et pour le cas de l'UPC, c'est son droit. Voilà, il aurait pu effectivement travailler pour l'union sacrée parce que le pays est dans une situation difficile, mais tout dépend de l'analyse qu'il fait. Si le parti estime que c'est l'incompétence du pays qui nous on a compris vos différents points de vue sur ce sujet. Juste un petit point. Oui. Pour dire en fait que nous ne contestons pas le droit de l'UPC de voter contre, il est dans son droit, mais nous pensons qu'il aurait été plus élégant dans le contexte actuel de le faire, ce qui n'enlève rien au fait
que l'IPC doit pouvoir conserver sa Est-ce rigueur. que ce que Sa Tabati rigueur. dit n'est pas en prendre en compte, parce que c'est cautionner aussi. Non, pas la du tout. politique, C'est justement ce que je qui est veux mise dire. en Ce que place je par veux le dire. gouvernement, et Non. après, on aura. Ce qui veut dire on que va même, dire quoi même après, au sein pendant la du campagne. Ici, c'est une MPP, même au politique. sein du groupe parlementaire MPP, le fait d'avoir voté pour n'empêche pas un député MPP, s'il est élu de la nation, d'exprimer clairement son point de vue s'il estime que là où va le gouvernement, ce n'est pas conforme à sa vision de l'intérêt général. Donc, ce n'est pas pour dire ça. Ça dit on doit transcender les questions basiques de dire que si je vote pour, ça veut dire que j'accepte moutonnement ce que les autres vont faire. Mais voter pour ne veut pas dire que je ne conserve pas toute mon indépendance critique de pouvoir dire ce que je pense en tout temps et en tout lieu. Deuxième chose, très rapidement, sur cette question, en 30 questions, en 30 secondes, voilà ce que je prends l'exemple de Gillette Bonkongo. Elle le dit clairement. Je suis CDP, mais mon pays passe au-dessus de mon pays et de mon parti. Donc, si cette question-là, je vais exprimer, je pense qu'il faut signer pour sauver le pays d'abord avant de parler parti politique. D'accord. Alors, on va changer de sujet parce qu'on est très pris par le temps. C'est vrai que c'est un sujet intéressant et important pour le pays, mais on a d'autres sujets sur la table, notamment cette question sécuritaire. Et là-dessus, il n'y a pas eu encore de communiqué officiel, mais sur les réseaux sociaux. Alors, on a largement relayé cette semaine des opérations menées par les forces de défense et de sécurité à l'est du pays. On parle de 23 terroristes abattus et d'un important lot de matériel militaire saisi. Alors, très rapidement, quelle réaction, Tao? Moi, je pense que ce sont de bonnes nouvelles qui nous viennent du front, comme on dit. Et je pense que de plus en plus, il faut que l'armée puisse, à chaque fois que les terroristes frappent dans une région, plus réagir. C'est-à-dire, si on n'a pas la capacité d'anticiper, qu'on ait la capacité de riposter. Et je pense que notre armée se met progressivement dans cette disposition. On va monter en puissance. Et je pense que les moyens, les députés ont donné le quitus. Et en ce moment, je crois que c'était presque la majorité de l'Assemblée qui avait donné son quitus en ce temps. Et je pense que les moyens sont en train de se mettre en place. Les hommes sont sur le terrain. Et je pense que les résultats vont venir progressivement. C'est vrai que nos adversaires vont, à chaque fois, on n'est pas forcément imprénable. Ce n'est pas une citadelle imprénable. Nos frontières sont poreuses. Il y aura des cas d'attaque, il y aura encore des victimes. Mais je pense que le temps sera peut-être notre allié dans cette lutte contre le terrorisme. Oui, Dabadi. Oui, mais je pense que l'armée burkinabé, à travers ses opérations, est en train de montrer de quoi elle est capable. Et je pense qu'elle montre clairement là qu'elle n'est pas une armée mexicaine. Et effectivement, c'est vrai, parce qu'au sein de cette armée, vous avez des hommes valeureux et courageux qui peuvent effectivement faire face à n'importe quel ennemi et lui contraindre à la banqueroute ou à la défaite. Et donc, je pense que les résultats que nous venons d'enregistrer sont encourageants. C'est bien pour le moral d'abord de la troupe, mais aussi pour les citoyens ordinaires que nous sommes. Il faut quand même reconnaître que les citoyens de l'Est, et notamment du Sahel, ne savaient plus à quel sens se vouer parce que c'était des attaques à n'en pas fini. Mais depuis que l'opération Foudre de destruction massive a été lancée, il y a quand même un changement. Voilà. Et je pense que ces opérations traduisent clairement que les chefs militaires, voilà, les commandants, oui. Donc, mais naturellement, à ce changement à la tête de la hiérarchie mais militaire. tout à fait, parce que ce n'est pas n'importe qui qu'on a mis à la tête des commandements. Vous avez, pour le cas de l'Est, par exemple, vous avez le Chaka de la savane, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves dans certains pays. Alors, vous avez également le Scorpion du désert, qui également a fait ses preuves. Vous avez également le Bifre noir. Et donc, je pense que ces noms guerriers-là traduisent quand même quelque chose. Et ils viennent de démontrer effectivement que ce n'est pas des noms qu'ils se sont donnés comme ça, juste pour amuser la galerie. Mais il y a un travail sérieux qui se mène sur le terrain. Et je pense qu'il faut poursuivre ces opérations. Cela permettra non seulement de neutraliser les bases et les autres camps d'entraînement de ces événements, mais aussi de récupérer le matériel que ces événements nous avaient dérobé lors de certaines attaques. Oui. Mais je pense que aussi c'est l'occasion pour les citoyens de faire davantage corps avec les FDS, en évitant certaines critiques qui ne sont pas forcément constructives, parce que quand on attend des gens disent on a tué un tel, il était l'ongre de Paul.
Mais ce n'est pas parce qu'il est langue de poule qu'il n'est pas djihadiste. Ben Laden, qui était considéré comme le terroriste le plus dangereux du XXIe siècle, avait une famille, il avait une femme, des enfants, des oncles, des sœurs, etc. Et donc je pense qu'il faut que les populations comprennent que nos FDF ont besoin de leur soutien. Et je pense qu'il faut comprendre je pense qu'elles ont eu en tout cas oui, l'opportunité de l'exprimer à travers oui. beaucoup de marches de soutien donc, Ça, au vous FDS. devez- Alors, je voudrais m'en parler tantôt de cette J'espère que la parole me communication, reviendra pour terminer. voilà, qui est autour de ces actions de cette nature et de cette importance, vraiment. Oui, je crois que si le terrain, effectivement, comme Tao l'a dit, les informations qui viennent du front sont bonnes, même si parfois, effectivement, certaines nuances peuvent amener, notamment si les questions relatives aux questions de droits de l'homme, certaines nuances peuvent amener, effectivement, à interpeller fortement les forces de défense et de sécurité. Mais globalement, les nouvelles sont bonnes. Ça veut dire que, enfin, je crois que l'État, à travers donc son armée, a pris toute la mesure de la situation et l'exigence en termes d'anticipation, en termes de prise d'initiative du combat sur le terrain. Jusque-là, on avait comme l'impression que c'est les groupes terroristes qui avaient l'initiative du combat. Et pire, on n'avait même pas la capacité de riposter. Or, si on n'a ni l'initiative ni la capacité de réaction, on subit forcément tous les travers que nous imposaient les djihadistes. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'on observe progressivement que ces avancées ne sont pas accompagnées d'une stratégie de communication et de communion avec le peuple. Parce que c'est un aspect important et il faut effectivement que notre armée et nos forces de défense et de sécurité le comprennent. La mobilisation et la collaboration des populations dépend de l'approche qu'on a, des informations qu'on leur donne, parce qu'on est arrivé à un stade où les gens ont commencé effectivement à douter, effectivement, à douter en termes de collaboration. Est-ce que si je donne telle information, les djihadistes ne vont pas venir m'assassiner, parce qu'on a vu des gens qui ont été ciblés, assassinés. Maintenant, il faut inverser la tendance de cette crainte-là. Il faut inverser la tendance à travers une communication qui rassure, qui permet aux populations de comprendre que désormais, ils peuvent effectivement compter sur les FDS en termes de leur protection s'ils ont des informations, mais également aussi que les choses qui se font sur le terrain, c'est les FDS ne sont pas allés en leur nom, ils sont allés au nom du peuple. Et ne serait-ce que pour cela, ce même peuple a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Pas forcément qu'on veut qu'on dévoile tous les secrets relatifs aux stratégies de combat et autres, c'est pas ça. Ce qu'on demande, c'est qu'on sache progressivement où on en est. Est-ce qu'aujourd'hui, on est plus sûr, telle localité est plus sûre qu'il l'était il y a 2 mois. C'est tout cela dont on a besoin de savoir. Et dernière chose, on voit que le fait même qu'on propose la reprise de l'école, ou en tout cas de régler autrement la question des écoles fermées, montre que si le terrain, effectivement, il y a des avancées qui permettent au gouvernement de prendre d'autres dispositions pour accompagner effectivement les populations qui étaient victimes de ce sur le terrain. Oui, Dieudonné. Oui, je pense qu'il y a des frémissements et c'est à mettre à l'actif des nouveaux sécurocrates qu'on vient de nommer. Bon, je pense que lui, il a donné des surnoms, mais bon, on peut les nommer. Je pense que quand même, bon, je jette un nom comme ça en pâture, le colonel Jules Bationneau, pour ne pas le nommer, quand même avait... Quand même, sa réputation n'est pas surfaite, parce que quand il était déjà le patron de la première région à Kaya, je crois qu'il a fait quand même des hauts faits de guerre vers le Sahel. Donc ce monsieur, et quand vous l'écoutez le jour de son installation, il a invité les populations à aider les FDS, mais on va travailler avec sa méthode. Il fallait l'écouter entre les lignes. Et je pense que le nouveau CMGA, donc c'est effectivement, comme l'a dit Dabadi, c'est parce qu'il y a eu un changement qu'on a senti ces trucs. C'est vrai qu'il ne faut pas se gargariser, parce que comme l'a dit Mitterrand, bon, souvent on engage la guerre, mais on n'est pas sûr de la gagner. Il ne faut pas se gargariser déjà, parce qu'il y a eu la Yongo, actuellement nos FDS sont en train de reprendre du poil de la bête. Comme on le dit, avant c'était les djihadistes qui nous attaquaient. Mais comme on le dit, quand vous êtes sûr que la bagarre est inévitable, il faut être le premier à donner les stockades. Il ne faut pas attendre chaque fois que c'est l'autre qui vous attaque. Donc, je pense que déjà, ça, c'est bon à prendre et ça met du baume au cœur
des citoyens. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'on a besoin de savoir quelle zone est plus ou moins sécurisée, mais moi, je vais nuancer quand même ce que Bouré m'a dit, parce que je ne suis pas aussi d'accord qu'à tout moment, on dévoile chaque fois ce que les FDS font au petit peuple. Bon, je n'aime pas cette expression parce que ça renvoie à Staline, bon, au goulag, mais comme je le dis, autant j'ai dit, par exemple, concernant la diplomatie souterraine, on n'a pas besoin de dévoiler ça au petit peuple, surtout pas aux journalistes que nous sommes, parce que nous bavardons beaucoup. On ne doit pas, nous, voilà. Donc, mais ces informations se retrouvent sur Facebook, voilà, par oui, exemple. Bon, justement. Comment on fait? Oui, donc c'est ça, justement. Oui. Voilà. Est-ce que c'est pas mieux de communiquer clairement que de laisser... C'est ça, je dis, qu'on se comprenne bien. Je n'ai pas dit de ne pas communiquer, mais je dis jusqu'à un certain degré, parce que souvent aussi, quand on entend, voilà, quand on entend qu'on a chaud, les gens veulent jusqu'à savoir, bon, c'est qui même qui a tiré la balle, qui a tué... Non, les gens... Non, je veux dire, j'extrapole, mais je veux dire qu'en temps de guerre aussi, il y a ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Donc, je pense que autant le petit peuple a besoin de savoir, voilà, cette zone est sécure, cette zone ne l'est pas, autant il y a des... Et justement, mais on a reproché ici à ces FDS-là, puisque le ministère de la Communication, à l'époque, nous a fait un peu une guéguerre en disant que les médias classiques ne devaient pas présenter. Et nous avons répondu en disant, mais souvent, 30 minutes avant, après une attaque, on a les photos sur le... C'est qui donne ces photos? Donc, ça veut dire que c'est ceux qui étaient sur le terrain et c'est les FDS, en l'occurrence, pour ne pas les nommer. Donc, je pense que informer pour informer, mais toute communication a son revers et il faut savoir qu'est-ce qu'il faut donner à ce petit peuple-là et qu'est-ce qu'il ne faut pas lui donner. Alors, Tao voudrait réagir. Non, je pense que malheureusement, il y a Facebook. Donc, la communication, les paradigmes classiques de la communication, là, sont pratiquement... Oui, mais même Facebook, c'est des gens qui donnent des informations à ceux qui publient sur Facebook. Oui, c'est pour cela qu'on a besoin de l'information. On a besoin de l'information en temps réel. Maintenant, l'armée ne va jamais communiquer sur une opération qui n'est pas terminée. Normalement, quand l'attaque à l'est, dans la forêt, il n'y a pas encore un communiqué officiel qui vous dit que le... Maintenant, comme tu dois la relever, il y a des informations qui sortent. Quelles sont les personnes qui font sortir ces informations? Donc, au sein même de l'armée, il y a un travail à faire. Je vois qu'au Niger, ils ont interdit à tous les militaires en opération de posséder des smartphones. Parce que si à la minute près on sait ce que vous avez fait, bon, tout le monde est sur Facebook, donc l'information à ce moment-là est divulguée et tout le monde peut s'en saisir. Mais je reconnais que c'est difficile aujourd'hui de cacher l'information. Tout le monde aujourd'hui a un compte où il peut envoyer quelque chose, que ce soit une information juste. Mais l'état-major, la communication de l'état-major doit s'adapter pour que effectivement la rumeur ne prenne pas le dessus sur... D'accord. Alors, il faut qu'on progresse. On va rester sur la question sécuritaire, mais parler donc du G5 Sahel avec ce voyage que le président du Faso donc a effectué en Allemagne et avec cette rencontre avec Angela Merkel où donc les deux personnalités ont parlé du G5 Sahel. On rappelle très rapidement que le Burkina donc assure la présidence de cette force conjointe. Bourema. Oui, c'est toujours le même problème parce que on se retrouve en union de 5 pays pour avoir la force nécessaire pour combattre les terroristes si l'espace qui est censé être effectivement leur espace de prédilection en Afrique de l'Ouest, notamment le Sahel. Malheureusement, à 5, on n'a pas les moyens de notre politique et qu'il faut aller voir ailleurs pour qu'on nous donne les moyens pour pouvoir... ça repose effectivement la question des priorités et des capacités même, des fondements même de nos États. Si un État qui n'est pas capable effectivement d'assurer sa propre sécurité, qui n'a pas les moyens d'y arriver effectivement, ne contrôle rien du reste parce que c'est ça le b.a.-ba, c'est de pouvoir assurer sa survie. Or, si on dit que le Burkina est trop petit tout seul pour régler le problème et qu'il faut aller avec 5 autres pays, mais on se retrouve encore qu'à 5, on est encore toujours petit pour pouvoir régler nos problèmes. Moi, j'ai bien peur effectivement que les investissements des autres ne soient pas gratuits.
et que ce soit conditionné, nous donnons quelque chose au champ, ça c'est sûr. Ça ne sera pas gratuit. Ça ne sera pas gratuit. Ça n'a Maintenant, jamais été gratuit. et c'est ça tout le problème. Est-ce qu'il n'est pas temps, effectivement, qu'on réfléchisse à comment, effectivement, on utilise nos propres richesses? Parce que quand on regarde un pays comme le Niger avec son uranium, son pétrole, le Tchad avec son pétrole, et le Mali, semble-t-il, tout ça, comment on peut avoir tout ça? Il faut qu'on sorte de chantiers bâtis pour commencer à réfléchir de façon autonome comment on prend en charge les questions de nos sécurités. Maintenant, par rapport aux... on va laisser Tao réagir. Ce sujet, je suis d'accord avec toi dans le fond, mais la réalité est là. Aujourd'hui, le Sahel, les pays du Sahel sont les premiers concernés. Mais les effets secondaires de ce qui se passe au Sahel touchent une bonne partie du monde. Le Sahel, c'est un marché potentiel de ressources pour ces puissances. Donc, notre incurie, rappelez-vous, quand les rebelles descendaient sur N'Djamena. L'intervention de l'armée française. Rappelez-vous, quand les djihadistes descendaient sur Bamako. Qui est intervenu? Aujourd'hui, nous, on a la responsabilité du G5. On cherche les moyens financiers pour équiper nos hommes et se battre. Je pense que c'est déjà quelque chose de bien. Aujourd'hui, nos pays africains ont le réflexe de dire non, on va gérer notre problème, si vous pouvez nous aider. Mais les intérêts sont entremêlés. Les intérêts sont entremêlés parce qu'ils ont des investissements sur nos sols qu'ils ont besoin de protéger. Oui, d'accord, oui, Zungourana. Je pense que le président du G5 Sahel est allé en Allemagne dans le cadre de l'Alliance Sahel, qui a promis 1,3 milliard dans le cadre du programme d'investissement prioritaire, parce que l'Allemagne est quand même à la baguette de ce qu'on appelle le Compact with Africa pour le G20. Bon, mais tout ça, aujourd'hui, on l'a dit, le G5 aujourd'hui est handicapé par le manque d'argent et par le refus des États-Unis qu'on soit chapeauté par le chapitre 7. Ça, c'est les Nations Unies. Manque d'argent, manque du chapitre 7 de l'ONU. L'argent, on se le coltine, mais jusqu'à présent, on est là en train de galérer et on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Mais dans ce même G5 Sahel-là, bon, les problèmes ne sont pas les mêmes. Tao venait de le dire. Bon, au Burkina, ici, on a quand même deux katibas qui nous harcèlent tous les jours. Il y a le GSIM, le groupe de salut pour l'islam et les musulmans de Yagali qui est là, et il y a Ansarul Islam qui est vraiment entre les trois frontières, la Mali, Burkina, Niger. La Mauritanie ne connaît pas ce problème. Depuis eux, ils ont pacifié leur désert depuis 10 ans. Ils sont un peu tranquilles. Et une fois même, le président mauritanien a lâché que l'armée malienne et puis burkinabé, c'est le maillon faible. Il l'a dit. Donc aujourd'hui, comme on dit, on dort sur la même natte, mais on ne fait pas les mêmes rêves. Donc il y a ce problème-là qui est là. Et j'ai toujours dit, il y a deux solutions. Soit on va continuer à tendre la sébile pour comme un mendiant larmoyant, pour demander, voilà, donnez-nous l'argent pour qu'on puisse jalonner les 5000 soldats, pour qu'on puisse payer les armes, pour qu'on puisse équiper le G5 qui est maintenant basé à Bamako parce que c'est Sévaré, ça a été. Ou bien on va nous-mêmes essayer. Ils sont à Mauritanie. Voilà. G5, oui. Et trouver les moyens. Et l'autre jour, on a fait un édito, on s'est dit, Flintlock, quoi, tout ça c'est bien. Mais si les Américains peuvent venir partager parce que Flintlock c'est initiative américaine, s'ils peuvent venir faire ça avec 2000 militaires dans des Burkinabés, pourquoi ne doit-il pas vraiment accepter le multilatéralisme là, pour que le G5 là soit placé? Il y a des intérêts qui ne disent pas leur nom, il y a des pokers menteurs dans tout ce truc là. Et au-delà, il faut que les Africains, le G5 là, on essaye de voir où sont nos intérêts, parce que aujourd'hui, on est dans la réelle politique. Quand les grands là se battent dans un pays, Bourema l'a dit, si on a vu si la France a fait décoller ses mirages pour arrêter Tirman Erdimi, le neveu terrible de Idriss Déby, qui fonçait sur N'Djamena parce que sans ces mirages, ils allaient ça fait 3 fois déjà que la France sauve le soldat Déby. 3 fois, 2006, 2008 et maintenant en 2000. Donc, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un verrou. Le Tchad, c'est un verrou. Et si ce verrou-là saute,
voilà, ça va être la déferlante. Mais aussi, il y a les intérêts. Il ne faut pas se cacher la face. Oui, je pense que Tao est revenu sur cette question d'intérêt. On va rester donc sur ce voyage en Allemagne, oui, très rapidement, parce que nous sommes pris par le temps. Je pense que l'Allemagne valait bien une virée, comme on le dit, parce que le Burkina aujourd'hui travaille sur une situation extrêmement difficile. Et comme on l'a dit terre à terre, lorsque vous avez un mal, il faut le vendre, sinon vous n'aurez pas le remettre qui convient. Je pense que le Burkina qui souffre aujourd'hui sur le plan sécurité économique a besoin effectivement des pays dont la voix porte, et que ce soit le Ghana ou l'Allemagne, chacun de ces pays peut effectivement nous être un concours très utile. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, vous savez, aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme n'est pas une affaire d'un seul pays. Il faut qu'on se le dise. Parce que quand vous regardez les groupes qui combattent, d'où viennent-ils? C'est des gens qui se sont organisés, ils sont financés. C'est ce qu'il faut comprendre. Ils ont des bailleurs derrière eux. C'est un gros business qu'on embrasse à travers la vente d'armes, de drogue, etc. Et donc un seul pays, et d'Ivoire, donc un seul pays ne peut pas, c'est pas possible. D'accord, on va rester sur cet aspect parce que justement le président du Faso a fait une interview lors donc, de son déplacement. Voilà. Et donc il est revenu sur voilà. Les gens, peut-être les terroristes en tout cas, qui attaquent le Burkina Faso. Il s'est exprimé sur l'ancien président du Faso et sur le RSP qui n'est plus maintenant en place. Oui. Voilà. Et selon en tout cas le président du Faso dans cette interview, le Burkina Faso souffre du terrorisme à cause donc de l'ancien président Blaise Compaoré. Réaction. Oui. Moi, je pense que c'est presque une redite, quoi. Parce que ce n'est pas nouveau, ça. Moi, je crois que l'interview que le président avait accordée à nos confrères à l'occasion de 1 ou 1-2, il a dit à peu près la même chose. Mais ça n'a pas suscité la même réaction. Parce qu'aujourd'hui, il a dit à l'extérieur, j'ai écouté sur les radios, les gens sont en train de tomber à bras raccourcis sur le président qu'il fait une importante déclaration à l'extérieur alors qu'il aurait pu le faire. Ça, c'est juste un rappel pour dire que cette déclaration, le président l'a déjà tenue. Maintenant, aujourd'hui, la question, c'est s'il le dit, qu'est-ce qu'il fait? Et puis, je vais dire aussi que, OK, c'est connu, comme je l'ai dit. Bon, on va dire que je ressasse la même chose. OK, partons de ce postulat-là, qu'effectivement, les terroristes, on sait, ce n'est pas un mystère. Entre 2012 et 2013, Blaise était médiateur ex-crise. Il avait des acquaintances avec les djihadistes, avec les Yagali. Bon, aujourd'hui, c'est ça qui alimente un peu les causeries pour dire qu'effectivement, il est un peu à la... Et je crois que c'est une redite parce qu'il y a une fois même, le président Blaise a dû sortir pour répliquer, pour avec dire qu'il n'en est rien. Bon, mais je dis... Supposons que c'est le cas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux choses. Soit l'État se dote de tous les moyens pour justement réduire à néant ces terroristes-là qui sont commandés par l'ancien président. Soit, je le dis, il prend langue avec... Pour des négociations. Si elles sont oui, il nous reste deux sujets encore sur la table, donc il faut qu'on avance. On va écouter Bourema. Non, parce qu'on est pris par le temps. On a bien compris votre position et vous l'avez répété plusieurs fois sur ce plateau. Oui. Comme Tao l'a dit, c'est une redite. Mais la question, c'est pas... Et ça aussi, il faut reciter les choses dans un contexte. Le président n'a pas fait une déclaration. Il a répondu à une question d'un journaliste. Et la question du journaliste était suffisamment précise. La question du journaliste était suffisamment précise et ça s'est rapporté à cette déclaration relativement à l'implication présumée de Blaise Compaoré par rapport au terrorisme. Donc, il n'a fait que répéter ce qu'il a toujours dit en répondant à une question d'un journaliste qui l'interpellait sur cette question. Soit. Mais comme moi, mon problème avec une telle déclaration, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Dieudonné, si on est... Le problème n'est pas de... Nous, on se faisait des soucis parce qu'on ne savait pas qui était derrière tout ça. Mais si on sait réellement qui est derrière tout ça, et qu'on n'arrive pas... Depuis 3 ans, on n'arrive pas effectivement à trouver la solution, ça pose un problème. Soit on a les moyens de faire en sorte que l'État, dans toute... C'est vrai qu'on est un petit pays, mais l'État a tous les moyens, effectivement, de pouvoir discuter avec les voisins ivoiriens, si tant est qu'effectivement, on a les éléments
précis de l'implication de Blaise Compaoré, qu'on fasse en sorte que soit la Côte d'Ivoire interpelle Blaise Compaoré ou rappelle Blaise Compaoré à l'ordre, ou alors on considère la Côte d'Ivoire comme étant effectivement un soutien à l'ennemi. Ça aussi, c'est des questions de fond qu'il faut qu'on discute, parce que il suffit pas de, parce que l'impact de telles déclarations voudrait dire qu'il faut avoir forcément une réaction d'État. Et c'est cette réaction d'État que nous n'avons pas. Oui, Moi, je pense effectivement que ce qui a été dit, c'est du déjà entendu. Maintenant, ce qu'on attend, ce sont des preuves. Et ça a toujours été dit. Si on est convaincu que c'est telle personne qui est derrière les attaques, mais qu'on montre des preuves. Et à partir de là, on va entreprendre maintenant des actions. Sinon, dire que bon, c'est l'ancien régime, je pense qu'on a entendu ça à plusieurs reprises. Dans tous les cas, ça ne change pas véritablement, j'allais dire, le problème. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ennemi qui est sur le terrain qui attaque. Et donc, il faut arriver d'abord à vaincre cet ennemi et ensuite, maintenant, passer à autre chose. Et donc, si on passe le temps à dire c'est un tel qui nous attaque, c'est un tel qui nous attaque, mais moi, je suis un peu écœureux parce que c'est quand même un président, laissez-moi terminer s'il vous plaît, c'est quand même un président qui est au pouvoir. S'il estime que quelqu'un qui n'est plus aux affaires, qui est plus fort que lui, c'est qu'il y a un problème. Donc, il doit pouvoir prouver. Il doit pouvoir. Je pense que aussi, mais je pense aussi que face à un individu. Oui. Maintenant, si cet individu a des soutiens, mais c'est à nous, encore une fois, de le prouver, comme je le disais. Mais je D'accord. pense, Alors, je pense que on s'est exprimé sur... Juste un mot. Et puis je vais... Oui, en 30 secondes. Juste un mot En là-dessus. 30 secondes. Moi, je crois que ce qui a donné l'envergure à cette déclaration, c'est qu'elle a lieu à un moment où les langues commencent à se délier. Moi, je n'ai jamais vu autant de floraison, de révélations sur les réseaux sociaux quant à ce qui se passe, sur la responsabilité. Il faut prendre ça souvent avec je suis, des je dis pas que je crois. Parce qu'il nous reste Je moins dis de pas, 3 je dis minutes pas que j'y pour crois. terminer Je dis pas que j'y l'émission. crois. Je dis ça a donné de l'ampleur parce que déjà il y avait dans le microcosme là des informations qui ressortent régulièrement sur ça. Et je pense que ça annonce un certain nombre de choses. Ça annonce un certain nombre de choses parce que, comme tu l'as dit en début d'émission, on va bientôt rentrer en campagne électorale. Sinon, on y est déjà. Et il y a des informations de plus en plus qui vont sortir de cette nature-là. Je suis désolé de vous interrompre parce qu'on va peut-être demander 5 minutes que nous avons perdues au début de l'émission pour pouvoir finir au moins avec le sujet sur le FESPACO. Je suis désolé de vous couper parce qu'il faut qu'on avance et qu'on aborde cet aspect qui est assez important pour notre pays qui accueille donc la 26e édition du FESPACO. Le lancement officiel, c'était hier au stade municipal Joseph Konombo. L'événement donc a été lancé par le président du FASO lui-même. Alors très rapidement, un mot sur la cérémonie d'ouverture de cette 26e édition. La cérémonie d'ouverture. Oui. Bon, j'ai suivi, c'est plutôt, il faut parler de cet anniversaire. Bon, la cérémonie d'ouverture, c'est vrai qu'on a rendu hommage au père fondateur, on a un peu revisité la vieille dame qui a 50 ans, de la petite semaine du cinéma africain en 1969, on est passé à un festival qui draine toute l'Afrique, même au-delà. Mais je veux dire que, justement, avec l'hommage mémoriel au père fondateur de cette biennale du 7e art de Ouagadougou, il faudra quand même innover pour que les 50 prochaines années, le FESPACO soit autre chose. Parce que je pense que la vieille dame se meurt. Bon, c'est vrai que 50 ans, quand on regarde, bon, aujourd'hui c'est quoi? Prenons le cas du Burkina. Bon, j'ai toujours dit, on fait du cinéma, on fait des films, mais c'est quel genre de film? C'est des films populaires, bon, c'est du théâtre amélioré, comme on dit. Bon, les gens viennent, ça plaît bien, mais côté qualité, ça laisse à désirer. Parce que c'est quoi? Nous avons aujourd'hui des gens qui sont à la fois producteurs, réalisateurs, à la fois souvent même preneurs de son, scénaristes, ils sont tout à la fois. Conséquence, le film produit, je veux bien, mais je veux aussi que les films burkinabés, voire africains, puissent aller sur la croisette, à Cannes ou bien à la Berlinale, qu'on puisse compétir. Donc il y a ça. Donc
il y a la qualité des films. Il faut aussi inciter les gens à aller au cinéma. Et pour cela, quand même, il faut réhabiliter nos salles de cinéma qui sont devenues des boutiques de bazar. Il y a des salles même qui sont tombées, les salles dans les quartiers. Il y a tout ça. Donc, la vieille dame a besoin du botox pour vraiment, se rajeunir. Et j'espère que d'ici les 50 prochains, c'est vrai, il y a le numérique, il y a tout ça. Mais, et paix à l'âme du maestro, il le disait, parce que bon, si on Idrissa Ouedraogo. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire pour innover. D'accord. Pour que vraiment alors, les Dabadi, héritiers... est-ce que vous partagez l'avis de Zoungrana qui dit que la vieille dame se meurt? Bon, moi, je ne dirais pas forcément qu'elle se meurt, mais je pense qu'effectivement qu'il y a quelque chose quand même à faire. Les défis, je pense, sont énormes. Mais d'abord, il faut, si je reviens d'abord à la cérémonie d'ouverture, je dirais quand même que c'est une cérémonie qui a été assez excellente, malgré tout ce qu'on a pu constater. C'est vrai que le stade n'était pas plein. On peut comprendre que compte tenu de la situation sécuritaire, des gens ont certainement eu peur d'aller au stade, mais la sécurité, j'avoue que j'étais même impressionné. C'est pratiquement presque du jamais vu. Et donc, on a déployé vraiment de gros moyens. Ça, à mon avis, c'est une très bonne chose. Alors, je pense que l'hommage, effectivement, qui a été rendu aux pionniers qui auront posé de solides bases pour l'émergence du cinéma burkinabé est une bonne chose. Je pense que la jeune génération doit travailler à redonner au cinéma ses lettres de noblesse. Voyez-vous, ça fait plus de 2 décennies, le Burkina n'a plus éternel les talons d'or de Niénéga. C'est dû au fait que nous n'avons pas travaillé suffisamment et je pense qu'il faut effectivement le faire. C'est vrai que l'autre défi, c'est la formation des acteurs aussi et culturels. La passion, c'est vrai, elle peut faire bouger des lignes, mais elle ne peut pas faire déplacer des montagnes. Et donc, je pense qu'il faut quand même qu'au niveau de la formation, il y ait un sérieux travail pour que le Burkina puisse se mettre à un certain niveau. Alors, l'autre aspect, c'est de réussir à transformer notre cinéma en une véritable industrie. Vous avez des pays qui ont compris. Si vous prenez un pays comme le Nigeria aujourd'hui, écoutez, avec Nollywood, ça fait rentrer beaucoup d'argent. Et donc, je pense que cela pourrait contribuer à lutter efficacement contre le chômage des jeunes que nous constatons. D'accord. Mais alors, il s'agit également... utiliser les 1 minute qui reste à Abdoulaye Tao. 1 minute aussi pour rapidement un mot sur le FESPACO. Je pense qu'il faut rendre hommage, effectivement, aux pionniers du FESPACO. Il faut rendre aussi hommage à ce festival. C'est l'un des rares en Afrique qui continue de tenir la route. Et on a intérêt à ce qu'ils ne disparaissent pas. Moi, quand vous parlez de qualité, le FESPACO est là pour célébrer l'excellence. Dans les films dont tu parles, là, ils ne vont jamais remporter un trophée. Et qu'un Burkinabé remporte le talon, c'est tant mieux. On va s'enorgueillir, mais on ne le fait pas pour que les Burkinabés le gagnent. C'est un festival africain. C'est les meilleurs du continent qui viennent. Mais on a mis les moyens pour que le Burkina gagne cette Oui, on va à une compétition. Non, on va à une compétition. On va à une compétition. On se donne les moyens, mais ce n'est pas parce qu'on se donne les moyens qu'on gagne. Oui, mais on se dit que c'est le cinquantenaire, ça serait bien que le Burkina remporte. Non, pas obligatoirement. Mais il faut rendre justice quand même au cinéma. On investit autant d'argent pour le football, on n'a jamais remporté une CAN, mais on a déjà au moins 2 trophées de talon d'or. Oui, on a Boudia, mais on a donc déjà, quand même, 28 ans après Idrissa, ce serait symbolique au cinquantenaire, au nord. Exactement. C'est pour ça que je dis, on a mis les petits plats dans les grands, 2 milliards. Mais si on ne gagne pas, parce que c'est une compétition, on ne va pas rougir. Non, mais pour aujourd'hui, même ma question pratique. Pour terminer, Bourema, qui a la parole. Pour quelque chose très rapidement sur le FESPACO, je ne reviendrai pas sur ce que les autres disent, mais effectivement, quand on va à une compétition, on se donne les moyens de pouvoir y arriver. Mais ce n'est pas tous les jours, effectivement, qu'on remporte. Maintenant, par rapport aux films dont Dieudonné parle, bon, on aura toujours ce cinéma populaire parce que ça existe dans tous les pays qui amusent la galerie, mais ce n'est pas ces films qui seront sélectionnés pour le FESPACO pour compétir. Mais il y a ceux qui vont pour compétir. Il y en a des vieux loups comme des jeunes qui montent, un peu Apolline Traoré, on a Lengani. Donc il y a des jeunes aussi qui montent avec des cinémas de qualité. Et on va espérer que ces jeunes pourront en tout cas s'inspirer de l'expérience des anciens pour peut-être
nous Et puis, offrir il faut rendre les hommage talons. à faut féliciter notre grand frère Yacouba Traoré. Yacouba Traoré, donc, Oui, pour l'organisation. Voilà. La cérémonie. Donc, ça va être le mot de fin. Le Sénégal, le Nigeria, à la proclamation des résultats. On reviendra certainement donc sur l'actualité dans ces deux pays. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes.